Quand on entend parler des impressionnantes capacités de régénération des animaux, on pense généralement aux lézards ou aux ratels par exemple, mais sûrement pas aux cerfs. Pourtant, il est prouvé que certains cerfs sont beaucoup plus résistants qu'il n'y paraît. Un chasseur de Caroline du Nord a abattu un cerf de Virginie. Jusque-là, une histoire ordinaire. Mais alors que l'homme examinait sa proie, il a découvert qu'une flèche sortait des côtes de l'animal. Et c'était certainement pas sa flèche. Elle avait traversé 5 des côtes de l'animal et elle était presque entièrement recouverte d'une couche osseuse. En fait, la flèche était devenue une sorte d'attelle pour la cage thoracique endommagée et loin de gêner le cerf, ça l'avait aidé à survivre. En résumé, un jour, quelqu'un a tiré une flèche sur l'animal, mais elle n'a pas tué le cerf. Elle lui a simplement brisé les côtes et elle est restée coincée à l'intérieur. Après ça, l'animal a continué à vivre sa vie de cerf. Tout ça est un peu effrayant, mais les experts assurent qu'il est courant que l'os se forme autour des structures étrangères qui se trouvent dans le corps. Enfin, elles sont généralement plus petites qu'une flèche, comme les dents d'un prédateur restées logées dans la proie. Mais les capacités de régénération du cerf se moquent bien de ce qui reste coincé dans l'organisme. Si un corps étranger ne peut être retiré et qu'il ne provoque pas d'infection, il est plus facile pour l'organisme de l'absorber. Et ça ne se limite pas aux os. Les bois des rennes sont recouverts d'une peau douce et veloutée qui a la capacité de se régénérer presque parfaitement. Rien de tel n'a jamais été observé chez aucun autre grand mammifère. Toute blessure que subit cette peau guérit en moins d'1 mois sans laisser de cicatrices. Ni la pigmentation ni le poil ras ne subissent de dommages. Sans oublier que les cerfs perdent leur bois. Ça arrive aux mâles comme aux femelles, tous les ans. Et chaque année, ils en font pousser de nouveau à un rythme pouvant atteindre 2 cm par jour. Certains scientifiques affirment même que leur bois pousse plus vite que tout autre tissu du règne animal. Si vous n'êtes pas encore convaincu de la résistance incroyable des cerfs, regardez celui-là. La blessure sur son dos est si étendue qu'il ne ressemble même plus à un animal vivant, plutôt à une sorte de zombie. Pourtant, ce cerf marche comme si de rien n'était. Dites, vous avez déjà entendu parler des ouragans de rennes? Lorsque le troupeau est en danger, les rennes se mettent à tourner en rond autour des chasseurs, formant ainsi de véritables ouragans. Dans les temps anciens, les rennes se défendaient ainsi contre les vikings, et même les féroces norvégiens en étaient désorientés. Quand autant de rennes tournent autour de soi, il est presque impossible de se concentrer sur un seul animal. Je pense qu'un autre problème était que les rennes sont des animaux assez lourds, et s'ils nous entourent de tous les côtés, on ne peut pas s'empêcher de craindre qu'ils nous écrasent sous leurs sabots. Puisqu'on parle du Grand Nord, intéressons-nous un peu aux ours polaires. Bien sûr, ils ne forment pas d'ouragan comme les rennes, et ils ne sont pas connus pour leur incroyable régénération. Mais d'un autre côté, les ours polaires, malgré leur taille et leur poids impressionnants, peuvent se déplacer sur une glace très fine. Oui, c'est d'excellents nageurs, et ils peuvent supporter sans problème des températures basses. Mais pour autant, les ours n'ont pas forcément envie de passer à travers la glace. Lorsqu'un animal voit que la glace est trop fine et semble dangereuse, il fait quelques pas timides. Puis, il fait l'étoile de mer. Il répartit son poids pour minimiser les risques, c'est-à-dire qu'il étend largement les pattes et si nécessaire, il se couche carrément sur la glace et glisse dessus. C'est amusant à voir, mais puisque les ours polaires le font, ça doit vraiment fonctionner. Une autre raison pour laquelle les ours polaires peuvent se déplacer sur la glace fine est leur incapacité à hiberner. S'ils pouvaient le faire comme les ours bruns, la glace se briserait certainement sous leur poids. En effet, avant leur hibernation annuelle, les ours bruns essaient de consommer le plus de graisse possible afin que leur organisme ne manque pas de nutriments. Les ours mangent littéralement tout ce qu'ils peuvent trouver. Attraper et manger 30 saumons par jour? Excellente idée, pourquoi pas? Mais les ours avalent pas les poissons en entier. Ils mangent de manière sélective, ne consommant que la peau, le cerveau et les œufs, car en se contentant des parties les plus grasses, on tire le maximum de calories pour une dépense énergétique minimale. Et les ours ont besoin de beaucoup de calories. Quand ils se préparent à hiberner, ils consomment environ 30 000 calories par jour, et ce chiffre peut parfois atteindre 60 000. Les webcams du parc national de Katmai en Alaska ont un jour filmé un ours si gros qu'il était littéralement rond et qu'il pouvait à peine se déplacer sur la berge de la rivière. Les biologistes l'ont baptisé 747, apparemment d'après l'avion, et ils ont déclaré qu'il ressemblait parfois plus à un hippopotame qu'à un ours. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout autre animal sauvage aussi gras serait condamné à mort, alors que 747 est le mâle dominant de la région, un ours avec lequel il vaut mieux être d'accord.
Sa taille lui confère un avantage et c'est un vétéran de 20 ans qui est très doué pour la pêche et qui sait choisir les meilleurs coins de chasse. C'est d'ailleurs pour ça que 747 a pu devenir si gros. Difficile de défier quelqu'un qui ressemble à un hippopotame poilu. La plupart des ours fuient devant lui quand ils l'aperçoivent. Dites-moi, vous avez déjà entendu l'histoire des marins qui ont vu des belugas et qui les ont pris pour des sirènes? C'est censé être l'origine de la légende des sirènes. Plus récemment, Disney a décidé de faire un remake de leur dessin animé qui a suscité une vive controverse. Mais c'est évidemment pas le sujet du jour, on va parler de belugas. Ça m'a toujours semblé bizarre. Je veux dire, comment on peut confondre une baleine à dents avec une sirène? Il s'avère que c'est possible si on observe un beluga sous cet angle. Non, c'est pas des pattes dissimulées sous la peau. Ces protubérances symétriques, semblables à des os, n'ont rien à voir avec des membres. Il s'agit de graisse, une couche isolante dont ce mammifère a besoin pour nager dans l'eau froide. Cette graisse peut constituer 40% de la masse d'un beluga. Et puis il y a leur chant, car les belugas sont considérés comme les animaux les plus bruyants de la famille. Peut-être que les voyageurs étaient autrefois si impressionnés par les chants et l'apparence de ces baleines qu'ils ont tout simplement inventé la légende de belles jeunes filles aquatiques. En fait, les belugas peuvent passer non seulement pour des sirènes, mais aussi pour des culturistes sous-marins. Le photographe David Meron a réussi à prendre des photos d'un beluga mâle qui s'exhibait devant des femelles, leur montrant ses tablettes de chocolat. Ou du moins l'équivalent chez les belugas, mais les muscles étaient impressionnants. Si les marins du passé avaient vu de tels belugas au lieu d'histoires de sirènes, les légendes parleraient d'Hercule ou de Schwarzenegger des océans. Je plaisante pas. Tu veux parler de ce type-là? Imaginez maintenant qu'un énorme essaim d'abeilles s'approche de vous. Votre première réaction, c'est logique, sera sans doute de vous écarter de leur chemin ou, mieux encore, de vous cacher quelque part. Mais voici un fait intéressant. Si des abeilles se déplacent en un grand groupe, ça fait partie du processus d'essaimage. De nombreuses abeilles quittent leur colonie et s'envolent pour en fonder une nouvelle, c'est leur mode de reproduction. Un essaim d'abeilles peut compter plusieurs centaines à plusieurs milliers d'ouvrières, quelques faux-bourdons et une reine. En général, les essaims sont pas très dangereux car les abeilles se nourrissent avant d'essaimer et elles ne sont pas d'humeur à piquer qui que ce soit. De plus, elles n'ont pas encore trouvé d'abri, donc elles n'ont rien à protéger. L'essaim vole pendant un temps très court, puis il se pose sur un objet quelconque et attend le retour des éclaireuses. Il peut s'agir d'une branche, du toit d'une maison ou même du flanc d'un rhinocéros. Sérieusement, si au milieu de la savane, les abeilles ne trouvent pas d'aérodrome temporaire, il leur arrive de se poser sur un rhinocéros. En fait, ni les insectes ni le rhinocéros lui-même ne ressentiront la moindre gêne. Comme je l'ai dit, pendant l'essaimage, les abeilles ne sont pas dangereuses, et le rhinocéros semble en être conscient. Eh bien, laissez-les se poser, elles dérangent personne. Et si on pouvait brusquement éteindre la lumière dans la savane, les abeilles tomberaient immédiatement du rhinocéros. En fait, elles tomberaient même en plein vol. Des scientifiques ont fait des expériences, et ils ont découvert que les abeilles tombent au sol dès qu'il n'y a plus de lumière. Les scientifiques sont pas tout à fait sûrs de la raison pour laquelle ça se produit, mais ils ont plusieurs théories. Par exemple, il pourrait s'agir d'un mécanisme de verrouillage de la navigation qui permet à l'essaim de mémoriser immédiatement sa position en cas de changement soudain de la météo. En d'autres termes, si le temps se gâte et que le soleil se cache derrière les nuages, tout le monde atterrit en vitesse, et plus tard, lorsque le temps s'améliore, les abeilles se souviennent de la direction dans laquelle elles se déplaçaient. Si on continue de voler par mauvais temps, le risque est trop grand d'être emporté par le vent dans une direction inconnue, et d'en mourir. C'est pas une perspective des plus heureuses. Une autre raison pourrait être que les abeilles utilisent la position du soleil pour se repérer. Dès que le soleil ou son équivalent artificiel cesse de briller, les abeilles s'immobilisent car elles ne savent plus où elles doivent aller. Mais ça pourrait simplement être un réflexe défensif. Dès que l'ombre d'un grand prédateur apparaît au-dessus des abeilles, celles-ci se laissent tomber au sol, où elles ont moins de chances d'être repérées. Bref, quelle que soit la raison, c'est passionnant. Pendant que les scientifiques étudient les abeilles qui tombent dans le noir, Google engage des dromadaires. En 2014, l'entreprise a recruté un dromadaire nommé Rafia pour prendre des photos pour Google Street View dans le désert, ou plutôt dans l'oasis de Liwa, la plus grande de la péninsule arabique. Une zone de 100 km de large qui n'est pas accessible aux voitures ordinaires, mais qu'un dromadaire parcourt facilement. En fait, ça a été le premier animal à disposer d'une caméra de suivi de Google. Mais il n'a sans doute pas conscience du rôle qu'il a joué dans l'histoire. Pas plus que Charlie le hamster qui a conduit un camion.
Et oui, c'était bien un hamster aux commandes. Il est apparu dans une pub conçue par l'agence suédoise Forsman & Bodenfors pour Volvo Trucks. L'entreprise venait de lancer une nouvelle technologie qui rendait léger et maniable même un camion lourdement chargé. Si maniable qu'un hamster de 175 grammes pouvait conduire un tel camion sur les pistes étroites et cabossées d'une carrière. Charlie était assisté d'un pilote cascadeur expérimenté. Il se chargeait de l'accélérateur et des freins. Certains doutent qu'un hamster puisse vraiment conduire un camion et parlent de pur marketing. Mais bon, c'est quand même cool. Bien sûr, on ne va sans doute pas adapter les camions aux hamsters, même pour notre monde moderne ce serait bizarre. Mais c'est bien à cause des hérissons que les McFlurries, ces glaces molles de chez McDo, sont ce qu'ils sont. Leur design est assez simple, un trou dans le couvercle permet de manger la glace avec une cuillère. Mais certains des plus anciens fans de McDo se souviennent peut-être qu'avant 2006, le trou dans le couvercle était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Seulement, il a fallu modifier ça à cause des hérissons. Attirés par l'odeur de la crème glacée sucrée, ils fouillaient dans les poubelles, ils s'efforçaient de l'atteindre et ils se retrouvaient la tête coincée dans le couvercle. Ça semble absurde, mais je n'invente rien. La British Hedgehog Preservation Society a fait campagne en faveur de ce changement et en 2006, McDo a réduit la taille du trou pour empêcher les hérissons d'y passer la tête. Est-ce que ça a été efficace? Eh bien, dans l'ensemble, sûrement, mais ça n'a pas éliminé le problème. Les gens continuent à jeter leurs ordures partout, la crème glacée a toujours une odeur délicieuse et les hérissons sont toujours déterminés à l'obtenir. Alors de temps en temps, l'un d'entre eux se retrouve coincé et il termine chez le veto. En résumé, le plus sûr est encore de se débarrasser correctement de l'emballage afin qu'il ne devienne pas un collier ridicule pour hérissons affamés. A plus.